Bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour parler des entrepôts de données de santé, un nouvel outil au service du soin, de la recherche et de l'innovation. Gilles Duluc, je serai animateur de la table ronde en présence du professeur Vuiblet. Professeur Vuiblet, vous êtes clinicien néphrologue au CHU de Reims et en lien avec l'Université de Reims, directeur de l'Institut d'intelligence artificielle en santé, responsable de l'EDS du CHU et de l'université, puisque c'est commun, et coordonnateur du réseau interrégional de données de santé Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté. Laure Maillan, vous êtes directrice du pôle innovation et données à PHP, et le terme données est important, peut-être que vous nous en reparlerez. Docteur Tess, vous êtes quant à vous copilote de l'EDS du CHU de Lille et responsable du DIM du CHU et président de la Société francophone d'information médicale. Brigitte Courtois, bonjour. Vous êtes directrice de la recherche clinique et de l'innovation au CHU de Lille et vous êtes également directrice du GCS G4 qui regroupe les 4 CHU du territoire et vous nous parlerez notamment des enjeux territoriaux autour des entrepôts de données de santé. Alors, les entrepôts de données de santé finalement génèrent aujourd'hui énormément d'attentes, beaucoup de questionnements aussi de la part des acteurs, quels qu'ils soient, établissements de santé, professionnels de la recherche, du soin, de l'enseignement supérieur et de la recherche également, mais aussi de pas mal d'usagers, patients, professionnels, y compris dans les territoires, et génère aussi pas mal d'attentes, d'ambitions de la part de toutes les filières industrielles, medtech, biotech, e-santé, on peut aussi citer l'edtech sur la partie formation. Les entrepôts de données de santé ont commencé à être structurés il y a quand même quelques années. Probablement qu'on nous le redira, mais on n'a pas attendu les entrepôts de données de santé pour travailler sur les données. Pour autant, ces entrepôts aujourd'hui génèrent beaucoup d'attentes. C'est bien qu'ils apportent probablement quelque chose. Et donc également, je pense que c'est quelque chose sur lequel on reviendra. Mais ces entrepôts se sont constitués aussi sur fonds propres dans des établissements. Au-delà de l'enjeu de la donnée, il y a l'environnement clinique qui est important. Je pense qu'également c'est un point majeur sur lequel la table ronde pourra revenir. Et les CHU portent cette dimension en lien avec leurs partenaires universitaires et EPST. Et je pense qu'il est important qu'on puisse aujourd'hui parler de ce qu'est un EDS, parce qu'au-delà des mots, il faut comprendre ce qu'il y a dans le fond du sujet. Et peut-être que c'est la première question par laquelle on peut commencer. Qu'est-ce qu'un EDS, de manière à ce que l'on parle de la même chose et qu'il n'y ait pas de fantasme autour de ce qu'est un entrepôt de données de santé. Professeur Vuiblet, peut-être qu'on peut commencer par vous et peut-être que vous pouvez nous dire ce qu'est un entrepôt de données de santé. Oui, tout à fait. Alors, entrepôt de données de santé, stricto sensu, c'est un dispositif technique qui va agréger les données et les décloisonner, les standardiser, les rendre interopérables. Mais en réalité, ça s'inclut dans un écosystème qui est plus vaste. Et quand on parle d'entrepôt de données de santé, on parle en fait de centres de données cliniques qui vont intégrer à la fois une gouvernance des données et puis surtout un écosystème d'expertise en analyse de données de santé qui est le socle de ces dispositifs. Donc l'entrepôt de données de santé, c'est le cœur du réacteur technique et sur lequel vont s'adosser les chercheurs, les médecins, les professionnels de santé pour pouvoir réutiliser leurs données. Merci. Peut-être qu'on peut avoir en complément le regard d'un autre clinicien-chercheur, Dr Tess. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire davantage pour compléter ces propos du professeur Vuiblet sur les EDS ? Oui, moi je pense que les entrepôts se définissent aussi par les usages et clairement sur ce qu'on veut faire de la donnée. Et c'est là où finalement le champ des possibles est assez important. Effectivement, on n'a pas attendu les entrepôts pour exploiter les données, et en particulier les données du PMSI, qui étaient déjà des données existantes standardisées, que ce soit pour les utiliser pour aider à la recherche ou dans le cadre du pilotage des établissements. Là, on passe à une dimension beaucoup plus importante qui ouvre, comme je le disais, des champs des possibles sur la recherche. D'une part pour finalement aller plus loin que ce qu'on faisait actuellement, finalement un complément, aider et finalement accélérer la recherche clinique d'une part. Imaginer aussi l'utilisation de ces données, finalement d'autres sphères qui vont vers l'aide à la décision, vers les recherches de facteurs de risque prédictifs par exemple, aussi aider à la pharmacovigilance. Et puis toute la partie là aussi pilotage, comme je disais déjà à partir des données d'activité PMSI, mais qu'on peut imaginer aller bien au-delà et notamment vers des notions de qualité et pertinence des soins à partir de toutes ces données.
Donc voilà, c'est vraiment, et c'est aussi à travers de ça finalement qu'on va construire ces entrepôts, c'est-à-dire à quoi finalement vont pouvoir servir la donnée. Bien, merci beaucoup. Peut-être au-delà des enjeux de standardisation, d'utilité pour le soin, pour la recherche, on a aussi évoqué l'organisation, la structuration de ces entrepôts de données de santé à de nombreuses reprises. L'actualité, on pourrait y revenir probablement, en parle beaucoup. Côté CHU, côté territoire, organisation sur un territoire, qu'est-ce qu'un entrepôt de données de santé et à quoi ça sert concrètement ? Oui, donc déjà merci pour cette invitation à la table ronde. Je travaille donc à la direction des systèmes d'information de la PHP et donc j'assure la maîtrise d'œuvre de l'entrepôt de données de santé de la PHP sous la maîtrise d'ouvrage notamment de la direction de la recherche clinique et l'innovation de la PHP et la direction de la stratégie et de la transformation qui contient le DIM de la PHP. Donc à la PHP, pourquoi un EDS ? En quoi c'est utile ? En fait, le but ultime d'un entrepôt de données de santé hospitalier, c'est l'amélioration de la prise en charge des patients. Donc soit avec un traitement avec une finalité recherche-innovation quand l'objet étudié n'est pas complètement connu et qui nécessite encore une validation de par exemple sa sécurité, sa tolérance, son efficacité ou encore son efficience en termes d'impact budgétaire, ou alors avec une finalité de traitement de pilotage à partir du moment où l'objet étudié est complètement intégré dans le soin et en général remboursé par l'assurance maladie. De plus, en quoi la PHP a un avantage en termes d'entrepôt de données de santé, c'est que intrinsèquement, en intra-CHU à la PHP, on peut faire du multicentrique, puisqu'il y a plusieurs services d'une même discipline au sein de la PHP. Ça développe évidemment des possibilités de recherche sur données très importantes et ça augmente le niveau de preuve des résultats qui sont issus de ces recherches. Il y a évidemment un intérêt au-delà des cliniciens, chercheurs, de la communauté de soignants et du personnel administratif de la PHP. Il y a évidemment un intérêt pour les partenaires externes à la PHP, qu'ils soient publics ou privés, dans le respect des intérêts des uns et des autres et notamment dans la juste valorisation de la collecte, de la standardisation et de la mise en qualité des données. Très bien, merci beaucoup Laure. Peut-être Brigitte, on a parlé des EDS dans des établissements de santé. On a aujourd'hui beaucoup d'établissements qui, depuis quelques années, structurent les liens sous la forme de réseaux fédérés, de partage de données. Qu'est-ce que ça donne sur le territoire en lien avec Lille ? Alors, peut-être rappeler aussi, même si ça paraît aujourd'hui une évidence, mais c'est vrai que nos CHU sont à la fois les premiers producteurs et puis aussi les premiers utilisateurs de la donnée santé. Donc c'est vrai que, j'allais dire, l'ensemble de nos gouvernances se sont évidemment très vite appropriés l'ensemble des enjeux que représente ce sujet. À la fois aussi à travers déjà notre réseau de CHU, alors là j'allais dire vraiment au sens large, puisque notamment la commission recherche-innovation en fait évidemment un sujet majeur dans nos travaux, justement pour que ensemble on puisse construire ensemble ces entrepôts et puis j'allais dire l'usage, les usages à venir de l'ensemble de ces entrepôts. Donc c'est évidemment un axe fort. Et puis effectivement, si on revient plus à l'échelle de nos territoires, alors peut-être en quelques mots quand même, qu'est-ce que c'est que ces réseaux de CHU ? Effectivement, aujourd'hui, on est pratiquement la grande majorité des CHU se retrouvent au sein de groupements de coopération sanitaire, donc généralement à l'échelle interrégionale. Alors évidemment, on a des historiques un peu différents sur notre territoire. Certains sont anciens. Le G4 que je porte depuis peu et a pratiquement 18 ans d'expérience. Et donc, il regroupe donc Caen, Amiens, Lille, Rouen. Et donc, on travaille ensemble. Alors généralement, on s'appuie évidemment sur nos forces pour mener ensemble des actions communes, à la fois dans le champ du soin, de l'enseignement et bien sûr de la recherche. Et donc, qu'est-ce qu'on observe aujourd'hui ? C'est que finalement, l'ensemble de nos réseaux de CHU se sont très vite appropriés les enjeux de cette donnée, des données de santé, de la nécessité finalement de coordonner une politique de la donnée de santé à l'échelle de nos territoires. Et donc, on s'est progressivement organisé et structuré pour travailler ensemble et conduire en fait ces démarches de manière collective. Alors pourquoi ? Quels sont finalement nos atouts ? Alors évidemment, il y a, alors en tout cas l'enjeu pour nous, c'est aussi de porter la dynamique au sein de nos territoires, pour avoir une dynamique européenne, nationale, et donc j'allais dire, il faut commencer par nos territoires, il faut qu'on ait des compétences, et il faut qu'on soit structuré à l'échelle de nos territoires. Donc évidemment, ça a été, c'est un de nos enjeux aujourd'hui.
Nos atouts, c'est vrai qu'on a au sein de nos réseaux de CHU, alors la PHP évidemment aussi, sur un modèle un peu différent, on a des équipes de recherche notamment qui ont l'habitude de travailler ensemble, qui se retrouvent autour de projets communs. On a des fédérations hospitalo-universitaires au G4 qui fonctionnent maintenant depuis une dizaine d'années. On a des réseaux d'investigation clinique et avec des équipes qui travaillent à partir de cohortes et de registres communs, mis en commun parfois depuis de nombreuses années. Et donc on voit bien tout l'intérêt finalement de travailler ensemble pour mutualiser nos expertises. Bien, merci beaucoup. Sur ces enjeux, on voit bien qu'il y a une utilité des entrepôts de données de santé, il y a un historique, il y a beaucoup d'attentes. On n'est pas pour autant de doux rêveurs. Je pense qu'il faut aussi parler des contraintes et des limites ou des freins qu'on peut rencontrer ou que les établissements de santé ont pu rencontrer dans leur développement et aujourd'hui encore. Donc peut-être parler finalement des difficultés rencontrées, peut-être du point de vue du clinicien et du chercheur aujourd'hui dans l'utilisation d'un entrepôt de données de santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Et concrètement, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce à quoi vous faites face dans l'utilisation de ces données? Est-ce que c'est simple? Alors effectivement, les entrepôts de données de santé sont là pour simplifier les choses parce que de prime abord, le sujet est complexe pour le clinicien. D'abord, il faut accéder à la donnée et donc comprendre toute la gouvernance de l'accès aux données. Il faut qu'elle soit bien définie, cette gouvernance. Et donc ça, c'est un premier sujet. Et puis ensuite, il y a la réutilisation de cette donnée. Cette réutilisation de données, elle se fait en lien avec des experts qui connaissent la donnée, c'est les professionnels, mais aussi des experts qui savent la traiter, des data scientists, des data managers, data architectes. Et ça, c'est des ressources qui sont précieuses et qui nécessitent d'être intégrées à nos écosystèmes de CHU pour pouvoir que la dynamique de recherche le naisse de nos CHU comme c'est déjà le cas. Donc voilà, il y a un vrai enjeu de structuration et que ces entrepôts de données de santé, au-delà encore une fois d'un aspect purement technique de données, il y a un vrai enjeu pour que les professionnels de santé puissent à la fois se saisir des données sur le plan institutionnel, collaborer avec des professionnels de l'informatique, de la data science pour pouvoir les exploiter, et puis aussi passer à l'échelle du multicentrique. Et ça, c'est le rôle des réseaux qui sont vraiment essentiels, puisque cette recherche en données de santé, elle ne peut pas se concevoir à l'échelle d'un établissement unique. Ça n'a pas de sens. Alors, sur un volume de données, certes, mais surtout sur une représentativité de la population, puisque, comme cela a été dit, l'objectif final, il est bien de développer des outils qui vont améliorer la prise en charge des patients. Ces patients, ils sont donc hétérogènes et leur prise en charge est hétérogène sur l'ensemble du territoire. Et donc, il faut, pour pouvoir avoir des outils qui soient représentatifs, associer un certain nombre d'établissements de santé. Et donc, c'est vraiment tout l'enjeu de ces réseaux. Et donc, on voit bien que la réutilisation des données de santé, elle dépend de plusieurs facteurs. Des facteurs techniques, des facteurs de gouvernance, des facteurs scientifiques, informatiques, et puis aussi un collectif. Et c'est au travers de ça que je crois les réseaux ont toute leur place. Et puis au-delà des réseaux, vous savez qu'on est en train de mettre en place une fédération nationale scientifique des données en santé pour justement permettre d'animer cet écosystème national centré sur les CHU qui possèdent des expertises pour pouvoir pousser cette recherche. Merci beaucoup. Peut-être en complément, Dr Tess, vous évoquiez aussi parfois l'enjeu réglementaire, ou plutôt son impact sur le fonctionnement, en me disant évidemment tout le monde sait que c'est nécessaire, parce que la réglementation contraint, mais c'est une manière aussi de stimuler et d'encadrer le fonctionnement des entrepôts de données de santé. Et concrètement, qu'est-ce que ça implique également dans la relation avec l'usager, cette réglementation aujourd'hui comme contrainte ou comme limite ? Alors, il est vrai que actuellement, une des contraintes, effectivement, est la contrainte réglementaire. Bien sûr, tout le monde est convaincu. Enfin, la protection des données personnelles est essentielle. Maintenant, c'est vrai qu'on a des procédures qui sont censées être simplifiées via des référentiels CNIL. C'est voilà une façon, et là, on est tout à fait dans les méthodologies de référence. Et la CNIL a publié en octobre dernier une méthodologie de référence justement pour simplifier la mise en œuvre de ces entrepôts. Malgré tout, il y a toute la partie notamment information du patient. Alors on n'est plus dans le consentement, on est maintenant dans la non-opposition, ça c'est relativement clair. Mais là on rentre dans une très grande complexité, en particulier à l'heure actuelle où on est en train de monter nos entrepôts et donc on regarde les données finalement de 10 ans en arrière.
Et on n'a pas forcément informé nos patients à ce moment-là, il y a quelques années, qu'on allait réutiliser leurs données. Pour les patients qui sont pris en charge actuellement, on est en train de mettre en œuvre un recueil justement une information qui leur permet de s'opposer s'ils le souhaitent. Donc on est un peu dans des discussions aussi peut-être avec la CNIL pour simplifier cela, parce que finalement, si avec ces méthodologies de référence, on arrive à monter les entrepôts, si on peut montrer notamment qu'il est disproportionné d'informer tous les patients, au CHU de Lille, c'est 1,5 million de patients sur les 10 ans précédents qui rentrent dans notre entrepôt, informer 1,5 million de patients, ça paraît complexe. Donc on a une dérogation, on a informé par mail 200 000 patients environ. On n'a eu que 0,3%, 500 oppositions, donc c'est assez faible, mais on l'a fait. Et ça n'empêche que pour chaque étude, on est censé à nouveau informer les patients de cette nouvelle étude. Donc c'est vrai que pour le chercheur, ça peut paraître, finalement, on simplifie les choses et on ouvre un champ de possibles avec la mise à disposition de ces données. Et à l'inverse, on se dit qu'à nouveau, on a un parcours du combattant pour arriver à finalement à mettre en œuvre la recherche. Et évidemment, dans les instances, on a un comité scientifique et éthique, on a tout un tas une organisation, une gouvernance nécessaire. Il y a des simplifications aussi avec le DPO pour pouvoir faire simplement un enregistrement au registre des traitements. Mais en réalité, le chercheur peut croire que c'est extrêmement complexe. Donc on a vraiment un enjeu dans nos établissements à simplifier les choses le plus possible, à les procédurer et à travailler avec la CNIL peut-être sur des choses un peu intermédiaires. Il y a des possibilités de décision unique par exemple sur des usages sur les mêmes types de données pour les mêmes types d'utilisateurs pour que, en fonction de la complexité de l'étude, et je pense par exemple à des choses très simples dans nos CHU, c'est les thèses d'internes. Ça ne peut pas mettre 8 mois pour qu'on arrive à fournir des données à un interne pour qu'il passe sa thèse. Donc il faut qu'on trouve des solutions intermédiaires pour que justement les internes puissent faire leur thèse non pas simplement en leur donnant à partir de données PMSI par exemple les numéros de séjour des patients qui les intéressent et qu'eux aillent à la main chercher dans les dossiers les informations. On peut leur fournir des données beaucoup plus efficientes, en plus dans un domaine finalement sécurisé, parce que c'est ça aussi les entrepôts, ça sécurise la donnée, mais on a des questions de délai. Voilà, donc c'est tout ça qu'on travaille en ce moment dans nos établissements, dans nos entrepôts, pour que ça soit un peu transparent pour le clinicien, le plus efficace possible, le plus rapide possible, tout en respectant cette réglementation. Et là, on doit encore, je pense, travailler avec la CNIL pour qu'elle nous aide à simplifier les choses. Merci beaucoup, Dr Tess. Peut-être Laure, Brigitte, à l'échelle à la fois de CHU et d'organisations territoriales, quelles sont les contraintes que vous rencontrez ou en tout cas les limites que vous pensez devoir dépasser dans les prochaines années pour donner la pleine expression aux entrepôts de données de santé, comme ça a été dit à l'instant? Je pense qu'il y a notamment un enjeu en termes de recrutement de bonnes compétences de data engineer et de data scientist, donc en termes de compétences d'ingénierie des données et de sciences des données. C'est compliqué de trouver les bons profils qui ont à la fois cette compétence en informatique et à la fois qui connaissent le monde de la donnée de santé, parce qu'on ne peut pas travailler sur la donnée de santé sans savoir comment est-ce qu'elle est produite sur le terrain dans les services cliniques. Et donc il y a, je pense, un enjeu dans les années à venir au niveau national pour avoir une bonne stratégie et trouver le bon effet seuil pour un entrepôt de données de santé hospitalier, puisque comme on est sur de la compétence rare, il va falloir concentrer au bon niveau ce type de profils qui sont essentiels pour avoir des données de santé structurées et réutilisables ensuite pour la finalité recherche-innovation et pour la finalité pilotage. Oui. Alors, j'allais dire, en tout cas, si on reprend l'échelle de notre territoire aujourd'hui, au sein de nos CHU, je crois qu'il y a une dizaine d'entrepôts de données de santé qui ont une autorisation CNIL. Et donc on voit bien que notre enjeu, il est de pouvoir capitaliser sur ces premières expériences, il est de pouvoir partager, diffuser très vite tous ces éléments. Et en plus, effectivement, en complément, on l'a évoqué, compte tenu des problématiques et d'ailleurs de la confiance qu'on se doit de garder avec nos patients, on a aussi un enjeu en termes de gouvernance de cette donnée de santé. Et donc là aussi, c'est probablement là que nos réseaux peuvent intervenir pour justement mettre en place cette gouvernance à une échelle plus large, tout en préservant, et c'est précieux et indispensable, la réactivité. Et donc il nous faut un système suffisamment, on va dire, décentralisé,
et en même temps avec évidemment des cohérences fortes qui respectent complètement les enjeux de sécurité au sein de notre territoire. Et donc là aussi, ces questions de sécurité sont primordiales. Pour ça, ça veut dire qu'on anticipe aussi très vite dans la construction de nos entrepôts de données la question du partage, la question de l'interopérabilité. Et ça, j'allais dire, ça se prépare presque dès le départ, dès la construction des différents entrepôts. Donc ça, c'est clairement un des sujets, par exemple, qui doivent être portés. Alors, encore une fois, à toutes les strates, au niveau local, au niveau supralocal et évidemment au niveau national. On a aussi, justement, sur le sujet du partage des données, alors il y a plusieurs modèles aujourd'hui, des infrastructures. Alors la PHP, finalement, un peu ce modèle-là, une infrastructure commune. Hugo aussi a un travail en ce sens, avec une plateforme commune pour venir partager des données. Alors le G4 travaille sur une autre piste qui sera sans doute complémentaire, pas forcément, j'allais dire en tout cas, qui viendrait en complément, en lien avec un partenariat qui est l'INRIA sur des études en matière d'apprentissage fédéré. Alors qui pourrait justement simplifier un certain nombre de démarches juridiques, puisque là on n'est plus dans l'échange de données, dans le partage de données, mais plutôt dans la construction d'algorithmes qui ensuite, quelque part, viennent s'agréger à une échelle plus large, mais donc sans soulever la totalité des problèmes juridiques que l'on peut avoir dans le cadre de partage de données. Donc ça, c'est par exemple un des champs qu'il nous faut explorer, qui pourrait ouvrir des possibilités intéressantes à l'avenir. Merci Brigitte. Peut-être le professeur Vubelet, vous voulez rebondir, je crois, sur au moins un point peut-être sur la formation, les compétences. Oui, tout à fait. Alors je vais rebondir sur 2 points même, puisque au sein du réseau Paysage, dans l'Est de la France, on a la même stratégie sur l'analyse fédérée, parce que je pense qu'effectivement, ça peut résoudre un grand nombre de difficultés réglementaires et accélérer encore l'accès aux données. Et donc voilà, je crois que c'est une voie qui est effectivement complémentaire et qui est très prometteuse. Sur la question de la difficulté de recrutement, c'est effectivement un enjeu, puisque comme je le disais précédemment, le fait d'avoir ces expertises dans nos centres proches de nos professionnels de santé est indispensable. Alors c'est vrai qu'il y a nécessité d'avoir un effet seuil, mais plutôt qu'un effet seuil, je dirais d'avoir une force d'attractivité qui est née du dynamisme de nos équipes. Et puis il y a autre chose, on dit ce sont des professionnels qui sont rares, mais c'est à nous aussi, en lien avec nos universités, de les former et de les former à la santé. Parce que des data scientists, il y en a beaucoup qui sont formés, des data scientists, comme vous le disiez, qui sont formés à la santé, c'est beaucoup plus rare parce que les parcours de formation sont encore très rares en France. Et donc à Reims, comme ailleurs, dans d'autres universités, en particulier Strasbourg ou Lille, il y a des parcours de formation IA santé qui sont en train de se mettre en place. Et je crois qu'il faut vraiment qu'on soutienne cette dynamique de formation, puisque c'est aussi en formant ces professionnels, ces experts, data scientists en santé, qu'on pourra les implanter, les sanctuariser au sein de nos territoires. Et puis dernier point, cet effet seuil dont vous parliez, je crois qu'il est aussi atteint et favorisé grâce au réseau d'établissements de santé comme G4 ou Paysage ou Hugo, qui vont forcément augmenter l'attractivité par le dynamisme d'une recherche multicentrique. Merci beaucoup pour ce complément important. Et je voudrais peut-être échanger sur un dernier point, parce qu'on a évoqué pas mal de limites et de freins. En revanche, on n'a pas du tout évoqué l'enjeu financier, puisque pas mal d'entrepôts de données de santé se sont développés sur fonds propres. Qu'est-ce que ça représente aujourd'hui comme difficulté dans à la fois le montage actuel de certains entrepôts de données de santé et sur leur pérennité, parce que c'est probablement une limite dont on entend souvent parler. Alors je vais commencer parce que la PHP est le premier établissement de santé à avoir reçu une autorisation de la CNIL pour la constitution et l'exploitation de son entrepôt de données de santé. Donc c'est un enjeu majeur, on l'a bien vu depuis le début de la table ronde, la constitution de ces entrepôts de données de santé hospitaliers. Pour autant, en effet, il n'y a pour l'instant pas de financement public dédié à ces entrepôts. Et a fortiori, il n'y en a pas de pérenne. On a eu des annonces récemment qui vont dans le bon sens sur ce sujet, c'est une très bonne nouvelle. Mais pour vous donner une idée de où on en est, donc la PHP, au global, donc on est sur un budget d'assurance maladie pour la prise en charge des patients d'environ 8 milliards d'euros. Et on a investi depuis 2015 30 millions d'euros, une trentaine de millions d'euros pour la constitution et l'exploitation de l'entrepôt de données de santé mutualisé de la PHP. On estime aujourd'hui en vitesse de croisière qu'on est entre 7 et 8 millions d'euros de financement par an
répartis de la façon suivante, 5 millions d'euros pour la masse salariale, 500 000 euros annuels pour l'infrastructure et 2 millions d'euros pour toutes les prestations d'accompagnement au sein des GHU et des directions fonctionnelles pour accompagner à l'utilisation de cet entrepôt de données de santé. Donc finalement, si on fait une petite homothétie avec le budget global assurance maladie des hôpitaux, des établissements de santé, on serait à une estimation du besoin de financement public à environ 80 millions d'euros par an. Et donc il est essentiel de pousser cette action majeure, parce que nous, avec donc une trentaine de millions d'investis depuis 2015, encore une fois, on arrive à plus de 240 projets autorisés par le comité scientifique et éthique, dont plus de 130 études 130 recherches qui sont en cours sur l'entrepôt de données de santé. Et on a une trentaine déjà de publications dans des revues scientifiques, dont une dizaine dans des journaux de catégorie SIGAPS de niveau A. Donc ça vaut le coup. Très bien, merci beaucoup pour ce message positif. Brigitte, tu voulais intervenir? Peut-être juste pour compléter, mais effectivement, alors peut-être pour compléter les données transmises par la PHP, on a effectivement conduit un travail dans le cadre de la commission recherche-innovation pour justement un peu identifier, affiner ce modèle économique. Et donc effectivement, alors si on ramène ça à la proportion, on va dire, d'un CHU, alors là aussi, même si on a des tailles différentes, effectivement, on est sur des coûts annuels qui vont être de l'ordre de 1,5 million à 2 millions par an. Donc ça rejoint, puisque la PHP c'est 6 GHU, voilà. Donc on est à peu près dans ces ordres de grandeur, effectivement. Et donc l'enjeu, on l'a évoqué, on est face à des ressources très rares. Et en face, on a des financements essentiellement sur fonds propres de la part de nos CHU. Et en tout cas, on est clairement dans des logiques de non-pérennisation, c'est-à-dire qu'on fonctionne un peu au fil de l'eau pour essayer de poursuivre notre démarche. Donc le premier véritable enjeu, c'est effectivement d'avoir un financement public, mais qui surtout va nous permettre de consolider et pérenniser nos équipes, et notamment la ressource humaine dans ces domaines-là. Donc premier enjeu, on a aussi, et c'est un des sujets qu'on aborde également très, très fréquemment dans le cadre des travaux de la commission recherche-innovation, on a toute la discussion de la valorisation de la donnée. Alors je vais reprendre les propos de Florence qui dit toujours, attention, les CHU, les établissements de santé ne sont pas assis sur un tas d'or, ce qui effectivement est un vrai sujet. En tout cas, ce que l'on voit, c'est qu'aujourd'hui, nos établissements, nos communautés médicales, scientifiques se mobilisent beaucoup pour pouvoir justement organiser, structurer cette donnée. Donc il faut absolument qu'on maintienne un intérêt à agir. Et cet intérêt à agir, ça veut dire qu'il passe par une politique de la valorisation de la donnée qui permet à tout le monde de s'y retrouver. J'allais dire, c'est simplement de retrouver le juste retour d'une implication qui aujourd'hui est historique, parce que nos établissements, certes, c'était au départ pour simplement assurer la prise en charge de nos patients, mais ont investi massivement, évidemment, dans notre système d'information hospitalier. Il est d'ailleurs il doit encore progresser. Et puis maintenant, on a effectivement ce deuxième enjeu qui est de structurer ces entrepôts de données de santé avec toutes les exigences dont on vient de parler longuement. Merci beaucoup. Alors du coup, peut-être pour terminer, on a parlé de ce qu'était un entrepôt de données de santé. On a évoqué pas mal de limites finalement, de contraintes, de freins à lever. Pour terminer sur des touches encore plus positives, je dirais, par rapport à ce qu'on a évoqué. Concrètement, quelles sont les perspectives d'utilisation des entrepôts de données de santé? Le titre de la table ronde évoque le soin, la recherche, l'enseignement. Probablement que dans ces trois dimensions, il y a des exemples concrets qu'on peut donner. Et puis peut-être qu'on pourra parler aussi d'une ambition, d'une volonté, peut-être d'un fantasme autour de l'intelligence artificielle qui est beaucoup évoquée. Peut-être que vous pourrez nous en dire un mot et également, professeur Vublet, dans le cadre de vos travaux en lien avec votre institut dédié à l'IA. Peut-être effectivement, je laisserai peut-être le professeur Vublet parler de questions de recherche. Moi, je voudrais parler des autres finalités aussi, et peut-être c'est des choses en développement. Je pense que l'HAS, j'ai vu leur stand qu'ils avaient une stratégie aussi de la donnée. Par exemple, des choses toutes bêtes dans les indicateurs qualité sécurité des soins, IQSS. On doit par exemple recueillir le taux de patients qui a une antibiothérapie dans les infections respiratoires à 7 jours. Finalement, on sort des dossiers à partir d'une requête, à partir du PMSI sur les infections respiratoires, et on va les regarder à la main pour voir si effectivement on respecte
l'antibiothérapie au maximum de 7 jours. On peut imaginer que ces indicateurs qui sont du coup un peu théoriques, on puisse à partir des entrepôts, finalement les sortir à partir des entrepôts, déjà cibler les patients qui ont eu une antibiothérapie et regarder effectivement les caractéristiques de ces patients. Donc on a vraiment un impact là sur tous ces indicateurs. L'HAS travaille aussi sur des indicateurs d'alerte en chirurgie, pour l'instant uniquement à partir du PMSI parce que c'est un peu complexe, parce que dans la plupart des établissements on n'a que le PMSI. Avec les entrepôts, on peut imaginer à ce moment-là des indicateurs d'alerte qui vont permettre après de retourner au dossier pour identifier ces situations éventuellement à risque à partir des entrepôts. Donc ça, c'est vraiment à venir. Il faut que les entrepôts, évidemment, se déploient pour qu'on puisse effectivement utiliser ces données dans ce sens. Alors, sur les usages, peut-être je peux souligner deux recherches ou deux projets qui sont assez caractéristiques ou caricaturaux. Un projet qu'on mène au sein des 3 réseaux, Hugo, G4 et Paysage, un projet sur le développement d'outils de détection des prescriptions inappropriées médicamenteuses. Et ce projet il est assez emblématique puisque c'est un projet qui est porté par le CHU de Rennes et puis qui est copiloté par le CHU de Lille justement, le CHU de Rennes et le CHU de Reims, et qui va s'asseoir sur les 3 réseaux pour pouvoir mettre en place des outils au sein de chacun de nos établissements qui vont donc détecter ces PIM et au-delà de la détection, bien entendu, protéger les patients. Donc c'est intéressant de voir que ces projets peuvent émerger des réseaux. Et puis peut-être un deuxième projet emblématique, puisqu'il n'y a pas que les réseaux qui sont des acteurs, il y a aussi les sociétés savantes. Et donc un projet qu'on mène en particulier à l'Institut sous l'égide de la Société savante de pathologie rénale pour développer des outils d'aide au diagnostic sur de l'imagerie médicale et en particulier de la pathologie digitale. Et puis peut-être pour répondre donc à votre question sur l'IA, puisque à Reims nous avons un institut de l'intelligence artificielle. En réalité l'intelligence artificielle ça n'est qu'un des moyens d'analyse de ces données, et à l'institut bien entendu on va inclure l'ensemble de la science des données et pas que l'IA. Il y a bien d'autres techniques d'analyse. C'est surtout l'objet de créer un environnement qui va faire travailler de manière synergique les acteurs du CHU et de l'université pour pouvoir créer les conditions qui vont déclencher, dynamiser la recherche. Et donc cet environnement, il va s'asseoir sur à la fois des unités de recherche et des professionnels de santé, sur des parcours de formation comme j'en ai parlé, et puis sur des moyens de valorisation. Et les moyens de valorisation, c'est une pépinière d'entreprise qui va permettre de créer ou d'accompagner des startups et des partenaires industriels pour pouvoir conduire les outils qu'on va développer sur le plan académique vers l'industrialisation et vers le soin. Et donc je crois que c'est aussi un élément qui est important. Merci beaucoup. Est-ce qu'au niveau territorial, il y a des enjeux, on a parlé de fédération, on a parlé d'Europe tout à l'heure. Aujourd'hui, est-ce qu'on a d'autres exemples de travaux fédérés à l'échelle nationale? Qu'est-ce qu'on peut espérer dans un avenir prochain pour les EDS au niveau français et peut-être au niveau européen? Est-ce que c'est une dimension qu'on peut exploiter? Alors, juste sur les usages, parce que je suis désolée, mais je trouve en tout cas que c'est aussi intéressant. On a en France de nombreuses cohortes et registres, et c'est vrai qu'on a aussi un enjeu important d'enrichir ces cohortes et ces registres à partir de nos données justement de vie réelle. Et donc, je pense que là aussi, on aura sans doute des perspectives intéressantes dans le champ de la recherche. Voilà. Alors après, pour revenir, je connais pas encore très bien les expériences à l'échelle de l'Europe, mais je crois que véritablement on a un enjeu de structuration au bon niveau, c'est-à-dire les bonnes interventions au bon niveau. Et donc l'idée d'avoir plusieurs strates, on échange évidemment beaucoup avec le Health Data Hub parce que c'est aussi une force pour notre pays d'avoir cette structuration. Et donc l'idée c'est probablement de trouver justement cet équilibre un peu parfait entre le niveau européen qui se structure aussi activement en ce moment. On espère d'ailleurs que le Health Data Hub y contribuera. C'est de toute évidence son intention et donc c'est très bien. Et puis effectivement un niveau donc national, une strate probablement interrégionale ou APHP, parce qu'encore une fois c'est un modèle historique différent parce que vous avez une histoire différente, mais qui revient finalement un peu à nos réseaux de CHU d'une certaine manière. Et puis bien sûr la strate locale qui doit être forte parce que encore une fois sans les entrepôts de données hospitalières, effectivement peu de choses pourront exister.
Bien, mais écoutez, il me reste à vous remercier chaleureusement pour l'ensemble de ces échanges. C'était extrêmement complet. Je vous remercie. Ça fait une transition finalement toute trouvée avec la prochaine table ronde qui traitera des données de santé comme enjeu pour le progrès, pour les patients, pour les établissements dans un avenir proche, avec le HDH qu'on a évoqué à l'instant et notamment le ministère de la Santé, mais aussi deux représentants de CHU, le professeur Pogam de la PHP et le professeur Thiebaud du CHU de Bordeaux. On vous remercie.